Waouh. Ça marche comment? Bon, 6 minutes. Donc les mélanomes uvales, quel traitement? En fait, quand est-ce qu'on doit les traiter? C'est quand même des traitements très agressifs. Et donc, à chaque fois, on réfléchit à est-ce qu'il va falloir traiter le patient? Est-ce que c'est vraiment la bonne indication? Est-ce que c'est vraiment le bon diagnostic? Ça marche pas. Voilà. Et on va, vous voyez, de ce type de lésion, on a une lésion parapapillaire de petite taille, on sait que si on l'irradie, eh ben, il n'y aura plus de vision, mais il ne faut jamais arriver à ça. On sait qu'à ce moment-là, le pronostic vital va être extrêmement mauvais et le pronostic fonctionnel, évidemment, l'œil part au baquet. Voilà. Donc améliorer la survie, ben, quel que soit le cancer, finalement, c'est le traitement précoce. Et donc, quand est-ce qu'on va les traiter? Tout le reste, finalement, diagnostic précoce des métastases, identifier les patients à risque. Actuellement, finalement, sur le mélanome choroïdien, on est d'une maladie orpheline. Nos traitements de lésions secondaires sont basés sur les traitements des mélanomes cutanés, sauf que génétiquement, c'est pas la même maladie. Et donc, on n'a pas fait beaucoup progresser, nous, une fois que la métastase est là. Les circonstances de découverte, ça c'était une étude que j'avais fait quand j'étais à Gustave Roussy. Eh bien, un tiers des cas à peu près des découvertes systématiques, un tiers des cas des baisses d'acuité visuelle, et là on a deux grands cas, soit la tumeur est grosse, elle ampute le champ visuel ou elle se complique, soit ce sont des petites lésions du pôle postérieur, et c'est ça qui va être le problème, parce qu'en fait, quand est-ce qu'on les traite, sachant qu'au pôle postérieur, on va être très agressif. Grosso modo, on va éliminer rapidement ce qui a déjà été dû avant, les mélanocytomes, les tumeurs pigmentées, et puis ces trucs très rares qui sont les proliférations mélanocytiques diffuses, qui sont en fait des syndromes paranéoplésiques, qui peuvent donner des petites fusées sclérales comme ça. Le vrai problème, celui sur lequel on va se pencher, c'est la différence entre le névus et le petit mélanome. Le névus, il est très fréquent finalement, c'est 2 à 6% de la population, et le mélanome, c'est 5 pour 1 million. Donc, problème. Si on surveille, eh bien, devant une petite lésion pigmentée, s'agit-il d'une tumeur maligne? Toujours la question. Voilà. Et depuis longtemps, l'augmentation de taille est un critère majeur, pratiquement pathognomonique, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques nivis qui augmentent de taille, mais c'est très rare. Et un certain nombre d'études un peu anciennes disaient est-ce que le traitement précoce améliore-t-il la survie par rapport aux effets secondaires du traitement? Et donc, beaucoup de gens se contentaient de surveiller. Là, vous voyez, c'est une lésion, toujours en fonction du patient finalement. Une lésion chez un patient de 88 ans, il est monophthalme, c'est un mélanomachrome, c'est évident. Et finalement, on l'a surveillé, il est mort d'autre chose. De temps en temps, il faut... Voilà, bah oui, un bon 88 ans, hein, faut bien que ça arrive. Un bon coronavirus, par exemple, ça vous finissez par... Bon... le problème de la surveillance, c'est pas si simple que ça. Déjà, quand on fait des études sur la surveillance, le névus, c'est 2 à 6% de la population, le mélanome, c'est 5 pour 1 million. Ben, ils sont un peu noyés, finalement, les mélanomes, parmi le pool de névis qu'on a surveillé. La mortalité du petit mélanome, ben, c'est pas 0, c'est 6% à 5 ans. Quand on a une croissance documentée, le risque de métastase augmente de 5% à chaque fois qu'on a 1 millimètre en plus. Quand pour avoir une métastase cliniquement décelable, il y a eu des calculs qui ont été faits, et en fait, on peut avoir les cellules ont pu partir à partir d'un mélanome de 7 mm3. Un 5 sur 3. Donc, c'est pas forcément gros, et donc, une petite lésion n'est pas sans risque. La dégénérescence d'un névus, en fait, c'est exceptionnel. Donc, ça veut dire que quand vous avez une lésion qui va grossir, en fait, c'est d'emblée un mélanome. Il faut se méfier de la cinétique des croissances tumorales parce qu'en fait, ça peut croître très lentement. Et puis, sur ce pool de cellules qui a une mutation qui favorise sa croissance lente, tout d'un coup, il va y avoir une deuxième mutation génétique et il va y avoir une cassure de la courbe de croissance. Et puis, vous allez déborder. Il faut se méfier de la lassitude de l'échappement au traitement. Et on sait très bien que le pronostic dépend de la taille de la lésion. Hein, et finalement, la meilleure amélioration de survie, notamment dans les mélanomes cutanés, ça avait été le diagnostic précoce. Hein. Voilà, ça, exemple type. C'est un patient qui m'avait été adressé pour deuxième avis parce qu'on voulait nucléer, surveillé pendant 5 ans.
Et puis au bout de 5 ans, on se retrouve avec un mélanome plan diffus, c'est-à-dire qu'il occupe toute la choroïde inférieure, mais il ne fait jamais plus de 2 mm d'épaisseur. Alors, je me rapproche, hop. Là, c'est une patiente qu'on voit au 15-20, elle a une cataracte blanche, plus de chambre antérieure, un glaucome aigu, à l'échographie, elle a une tumeur qui occupe tout le vitré. On reprend le dossier et on retrouve ça 5 ans avant. Donc, vous voyez, il faut quand même être méfiant. Vous voyez ce qui était fait avant les années 2000, névus non suspect, vous voyez des détails, on surveillait tous les 6 mois. Névus suspect, à 2 mm d'épaisseur, 14% d'augmentation de taille, on continue à surveiller. Le petit mélanome dormant, comme la belle au bois, il est mignon celui-là. Et là, on a déjà des lésions de 2 à 3 mm d'épaisseur, à l'époque, on continue à surveiller. Donc les études d'Augsburger, vous voyez que c'est quand même pas complètement anodin où on dit on surveille. Voilà, c'est ce type de lésion-là. Vous voyez que c'est des mélanomes typiques et elles ne sont pas très épaisses et la surveillance est quand même très très dangereuse. Et voilà, on commençait à traiter avec ce type de lésions qui sont bien affirmées. Et puis, dans les années 2000, il y a le fameux acronyme To Find Small Ocular Melanoma, l'épaisseur de plus de 2 mm. Alors, quand on dit l'épaisseur, c'est 2 mm en avant de la sclère. Hein. La présence de fluide, alors, à l'époque, sur cette étude, c'était du fluide clinique, ce n'était pas le fluide à l'ECT. La présence de symptômes, la présence de pigments orange et le M, c'était Margin Touching Optic Disc, la lésion qui était parapapillaire. Augmentation de taille à 5 ans, c'est-à-dire en fait, ça signe le mélanome, aucun facteur 3%, un facteur 38%, 2 facteurs ou plus 50%. Déjà, on commence déjà à pouvoir avoir des facteurs pour dire quand est-ce qu'on va traiter notre lésion. Vous voyez, là, typiquement une petite lésion très rassurante, le drusen sur toute la surface. Une autre lésion aussi très rassurante. Celle-là, plus douteuse puisqu'il y a un DSR associé. Et là, une lésion pleine de pigments orange. Là, c'est probablement un petit mélanome. On va revoir après. Et puis, ces lésions, quand ils touchent le nerf optique, ça faisait partie des critères. Vous voyez, ça, c'est par contre une patiente que j'ai sur... La lésion est quand même assez grosse. Elle n'est pas très épaisse, moins de 2 mm. Et en fait, je l'ai surveillée pendant 10 ans. Et elle n'a pas grossi. Donc, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que quand ça touche le nerf optique, on est un peu plus prudent parce qu'on sait qu'on va complètement le bousiller. Et puis, ils ont poussé un peu plus loin l'étude, ils ont augmenté. Alors là, par contre, en matière de procédés mimotechniques, je trouve que c'est un peu plus difficile. Je ne prononcerai pas la phrase, mon anglais étant déplorable. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment penser à mon copain de fac qui passait plus de temps à trouver des processus mémotechniques qu'à apprendre ses cours. Hein, ils auraient pu manquer qu'ils rajoutent le SIF en plus, et alors là, c'est la catastrophe. Mais ils rajoutent donc le cône d'ombre en échographie, l'absence de halo péritumoral, de petite atrophie autour de la lésion qui, là, signe plutôt le névus, et l'absence de drusen. Voilà ici une lésion. Alors, le pigment orange, on va voir que c'est un élément très important, le pigment orange, parce qu'en fait, ça signe la souffrance de l'épithélium pigmentaire sous la poussée lésionnelle. Le problème, c'est que le pigment orange, on le voit très bien quand on examine le patient, il faut se méfier de tous ces clichés de couleurs reconstituées où en fait on ne voit plus de couleurs. Et donc ce qui est très important, c'est d'aider de l'autofluorescence pour voir le pigment orange si vous n'avez pas une vraie photo. Et puis il faut toujours se méfier des flashs, etc. En fait, le mieux c'est toujours comme l'examen clinique, ça coûte moins cher. Et là est sorti en 2019 une nouvelle étude et qui là est intéressante parce qu'elle analyse vraiment tous les critères, toujours l'épaisseur de plus de 2 mm, la présence d'un décollement séreux, mais là on considère le décollement séreux dès l'OCT. Les symptômes, le pigment orange toujours, le cône d'ombre et enfin apparaît le diamètre de plus de 5 mm. Parce que jusqu'à présent on n'avait pas le diamètre qui finalement est quand même un élément important sur la taille de la lésion, mais vous voyez que dans cette étude, disparaît en fait le fait que ça touche le nerf optique. Hein. Margin Touching Optic Disc, ça a disparu. Et on voit ce qui est très intéressant, c'est qu'ils analysent les critères entre eux. Et donc vous voyez qu'en fonction, vous avez 4 critères, il y a certains critères, vous avez à 100% d'augmentation de risque. Vous voyez que le pigment orange tout seul, c'est déjà 37%. Vous voyez, et donc l'association, et donc l'autre élément important, c'est qu'il ne faut pas se fier qu'à l'épaisseur. C'est souvent une discussion qu'on a au RCP de Curie. Il y a d'autres critères que l'épaisseur. L'épaisseur n'est pas le seul critère. C'est un très bon critère. Vous voyez que dès que vous associez l'épaisseur de plus de 2 mm à d'autres facteurs, on est très vite à 100%.
Donc des lésions qu'il faut traiter. Il n'y a pas que ça, il faut associer aussi l'imagerie multimodale. L'angiographie, les pinpoints sont très importants. C'est un facteur, ça veut dire qu'il y a une souffrance de l'EP, c'est très important. Moi j'insiste aussi beaucoup sur l'ICG qui va vous montrer la vascularisation intrinsèque qui est à la fois un facteur diagnostique et pronostic, et surtout s'il est en mode confocal. Voilà, ici les vascularisations intrinsèques. Je vais vite, ce qu'on m'a dit. Alors, l'OCT. L'OCT, pour moi, ce n'est pas un très bon critère diagnostique. Il y a des DSR, même à l'OCT, sur les névus, mais c'est quand même toujours intéressant, notamment l'OCTA. Pourquoi? Parce que l'OCTA peut vous montrer, vous voyez, sur une lésion comme ça, avec un petit DSR, eh bien, ça vous permet... Alors déjà, sur une petite lésion, ça vous permet quand même de mesurer aussi, des fois plus précisément que l'écho quand la lésion est très plate. Et ça vous permet aussi de rechercher pourquoi il y a un DSR. Par exemple, vous pouvez avoir un DSR bêtement parce que vous avez des néovaisseaux sur la lésion, et ce n'est pas à ce moment-là un signe de décompensation, un signe de malignité. Vous avez un DSR parce qu'il y a une autre raison. Ici, une lésion, vous voyez l'importance de la taille de la lésion, elle fait 8 mm de diamètre. Elle est très plane, moins de 2 mm d'épaisseur. Elle a quelques drusènes dans un coin, donc on pourrait dire que c'est rassurant. À l'échographie, on n'a pas de cône d'ombre. En fait, on n'a pas de cône d'ombre bêtement parce que c'est rare d'avoir un cône d'ombre dans des lésions de moins de 2 mm d'épaisseur. Quand les lésions sont peu épaisses, c'est rare d'avoir un cône d'ombre, tout bêtement. Et par contre, en ICG, on a, vous voyez, ces vaisseaux en boucle comme ça, hein, cette vascularisation intrinsèque, qui en plus c'est un facteur pronostic parce qu'il y a dans les mélanomes ce qu'on appelle le vasculogénique mimicry, c'est-à-dire que ce sont des vaisseaux dans lesquels il n'y a pas d'endothélium, donc un passage facile de métastase. Voilà ici une autre lésion, vous voyez, une discussion en grand champ, vous voyez, elle n'est pas très grande, mais on a à la fois, alors cette photo-là, on ne voit pas très bien le pigment orange, mais il y a du pigment orange qui est ici. Ici, là, on a un beau DSR, on a quand même des pinpoints en angiographie, on a une lésion qui est juste sous les 2 mm, mais qui a un cône d'ombre. Et là, on la présente au RCP, on nous dit non, surveillez-la. Ça c'est vraiment une discussion parce que vraiment, on a une lésion qui a beaucoup de critères et à mon avis, qui doit être traitée. Et en effet, 3 mois plus tard, elle était passée au-delà des 2 mm et on a traité la patiente. Le problème, c'est que ce n'est pas très bon d'attendre et ça perturbe beaucoup les patients. Donc, la décision thérapeutique, c'est un faisceau d'arguments cliniques, on a dit. L'imagerie multimodale, quand même, qui est intéressante. Et ne pas oublier que les mélanomes plan diffus, comme ce patient-là, ils ne font jamais plus de 2 mm d'épaisseur, mais qui sont de moins bons pronostics. De tout ça, je ne vous ai pas parlé de biopsie à l'aiguille, etc. Pourquoi? D'abord parce que pendant très longtemps, il fallait, le diagnostic de mélanome ne reposait pas sur la cytologie, mais sur l'architecture. Donc il faut vraiment un morceau. Depuis quelque temps, on a quand même des notions, des mutations génétiques qui existent dans ces tumeurs, et on peut, en théorie, aller faire des biopsies à l'aiguille et analyser génétiquement. Il faut avoir le labo qui sait le faire. Mais le problème, c'est que dans les cas intéressants, vous voyez sur ce patient-là, qui a à la fois une lésion qui elle n'a pas de critères pour être traitée, mais elle a un peu une sale tête. C'est vrai que ça serait intéressant de faire une biopsie d'aiguille, mais enfin, elle est au pôle postérieur, et l'épaisseur de la lésion fait qu'en plus, c'est quand même assez risqué. Donc on va pas s'amuser à faire ça, et on va continuer à reprendre nos critères qui sont quand même beaucoup plus sûrs. Et puis toujours considérer l'âge du patient, et puis la fonction de l'œil Adelph, parce qu'on ne soigne pas un mélanome, on ne soigne pas un œil, on soigne un patient. Je vous remercie.